Bonsoir, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Ce soir, nous nous intéressons à un mal silencieux qui touche beaucoup de monde autour de nous, notamment les femmes, à savoir l'ostéoporose. Cette maladie touche 36% des Algériennes ménopausées selon une étude réalisée par l'équipe de l'hôpital de Douira. Près de 42% des Algériennes âgées de 45 ans et plus souffrent d'ostéoporose. Selon cette même étude qui rappelle que la ménopause précoce, les antécédents familiaux, et une alimentation pauvre en calcium et en vitamine D sont des facteurs de risque qui nous exposent à cette maladie. Avec mes invités, on vous donnera les moyens de reconnaître une ostéoporose, comment vivre avec et surtout vous sensibiliser au risque de fracture, puisqu'on parle d'un tiers des patientes vivant avec une ostéoporose qui subissent une fracture à 50 ans et plus d'une fracture à 80 ans. Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir, et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir professeur Chafia Dahou Makhloufi. Vous êtes chef de service rhumatologie à l'hôpital de Bab El-Oued. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui suivent cette émission également. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir professeur Manel Raqaoui. Vous êtes rhumatologue au CHU de Douira. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Oui, et j'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Behlouli Jamel Abdelnasser. Vous êtes président de l'ARAP, l'association des rhumatologues algériens privés. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Oui, et également, nous recevons ce soir dans cette émission un habitué justement de l'émission, professeur Yacoubi Mustafa. Vous êtes chef de service chirurgie orthopédique à l'hôpital de Ben Aknoun. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, à vous quatre, d'être ici ce soir pour parler de ce mal silencieux, comme je le disais à l'instant, mais duquel nous ne parlons pas assez. Pourtant, dans le monde, on dénombre à peu près 250 millions de personnes qui souffriraient d'ostéoporose. En Algérie, je le disais à l'instant, près d'une femme sur deux, 42% âgés de plus de 45 ans qui présentent une ostéoporose. C'est énorme, avec tous les risques que ça implique comme fractures et difficultés justement de vivre avec cette maladie. Et pourtant, ça reste une maladie méconnue. Comment explique-t-on cela, professeur Dahou ? Tout d'abord, il faut dire que la fréquence, c'est vrai qu'elle est très importante. On estime actuellement à près de 9 millions de fractures ostéoporotiques par an dans le monde. Ce qui nous donne à peu près une fracture toutes les 3 secondes. Absolument. Il y a une fracture ostéoporotique, c'est quand même énorme. Alors le fait que l'on ne fasse pas, que ne soit pas reconnu rapidement, c'est en fait parce que c'est une maladie qui est souvent silencieuse. Et c'est au médecin d'aller faire le diagnostic, et c'est au médecin également généraliste, qui est le premier maillon de la chaîne, de reconnaître les principaux facteurs de risque devant une malade qui a par exemple, qui est ménopausée, ou alors des malades qui ont d'autres facteurs de risque qu'on détaillera tout à l'heure. Oui, mais cette méconnaissance, professeur, est-ce qu'elle vient d'une banalisation, peut-être parce qu'on a quelques idées reçues, par exemple, beaucoup de gens diront que l'ostéoporose n'est pas une maladie, c'est juste la conséquence de la vieillesse, par exemple. Pas du tout, puisque c'est une maladie qu'une fois détectée, on peut la traiter, comme on peut également la prévenir, donc c'est certainement pas une fatalité, loin de là. Il faut la dépister, il faut faire le diagnostic et la traiter, voire prévenir avant la survenue de la chute et qui va engendrer la fracture, qui est la complication qui va révéler cette maladie. Donc pour ne pas attendre cette fracture, on va aller détecter les femmes qui seront à risque de faire cette maladie, donc cette ostéoporose. Oui, les adresser faire une densité minérale osseuse qui, elle, nous fera le diagnostic. Oui, justement, ça va être le propos de cette émission, le dépistage et le diagnostic, parce que ça c'est très important. Docteur Behlouli, est-ce qu'on est une population à haut risque ostéoporotique ? Parce qu'on a tendance à croire quand même qu'on est gâté par la nature, on est un pays très ensoleillé, mais force est de croire, quand on voit quand même les chiffres, on a beaucoup de personnes qui en souffrent. Bien sûr. L'ostéoporose, d'abord, c'est une maladie qui entraîne une fragilité osseuse. Pour comprendre ce que c'est déjà. Donc l'os est moins résistant, donc ça provoque des fractures, notamment les fractures des os, les fractures... Dans l'une des fractures, la fracture du col fémoral est une fracture grave qui nécessite une intervention chirurgicale. Absolument. Puis il y a des fractures de la colonne vertébrale. Certains, notamment, elles touchent beaucoup plus la femme ménopausée. Notamment, il y a des facteurs de risque. Quand il y a une femme qui
qui est maigre, notamment avec une IMC à moins de 19%. On va y revenir, les facteurs de risque, Dr Belhouli. Mais la question était, est-ce qu'on est un pays à forte prédominance? Bien sûr, on est un pays à forte prédominance, parce que le soleil existe, mais il faut s'exposer au soleil. C'est ça le problème. Il faut s'exposer au soleil, il faut savoir content pour le prévenir. Pour avoir un apport de vitamine D suffisant, la vitamine D, c'est un facteur très important dans la minéralisation osseuse. Donc, il faut s'exposer au soleil au moins pendant 20 minutes. Vous pensez que je vais y arriver, que l'Algérien ne s'expose pas suffisamment? Non, c'est un truc mondial, même dans les pays, dans tous les pays islamiques. Les gens sont un petit peu couverts, donc il n'y a pas d'exposition au soleil. C'est ça le problème. Oui. Professeur Yacoubi. La fréquence de l'ostéoporose ne diffère pas. On estime chez nous à 35% la fréquence de l'ostéoporose postménopausique. Les Tunisiens, pareil, en Tunisie par exemple, 23%. Au Maroc également 34%. Dans les pays arabes, dans les pays Moyen-Orient, nous ne différons pas. Non, peut-être qu'on devrait se comparer plutôt aux pays du Nord, plutôt les pays nordiques, parce que là, les pays que vous venez de citer sont des pays ensoleillés aussi. Vous avez parlé de fréquence, donc je compare l'Algérie par rapport au Maghreb, tout d'abord, parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires par rapport aux pays nordiques, n'est-ce pas? Non, mais je parlais surtout par rapport au soleil, parce qu'on incrimine aussi l'ensoleillement dans cette maladie, n'est-ce pas? Oui, il y a l'ensoleillement, mais il n'y a pas que l'ensoleillement. Il y a le facteur génétique, il y a le capital osseux. Je ne voulais pas dépasser, puisque il y a le capital osseux qui se forme depuis la naissance, depuis l'âge fœtal, jusqu'à 21 ans. Il y a aussi ce capital osseux est sous l'influence de différents facteurs hormonaux, facteurs alimentaires. Le calcium et la vitamine D, ce sont des facteurs alimentaires, mais il y a le facteur génétique. Si on a un capital osseux dans la famille qui est solide, il n'y a pas d'ostéoporotique dans la famille. Si une maman, parmi les facteurs de risque, une patiente qui a une maman qui s'est fracturé le col fémoral, elle a plus de risques de se fracturer elle-même et d'avoir de l'ostéoporose. Donc, c'est ce capital osseux que l'on gardera après toute la vie. On en reviendra après. Absolument, oui. Alors, les fractures ostéoporotiques se répartissent, selon l'OMS, en 44% de tassements vertébraux, 19% des fractures du col du fémur, 19% de fractures du poignet et 23% également au niveau des autres membres. Alors, quelle est la part aujourd'hui des fractures ostéoporotiques dans l'ensemble ou sur l'ensemble des fractures que vous voyez, professeur Yacoubi? Oui, c'est important. Oui, c'est important et c'est alarmant. Parce que là, depuis une dizaine d'années, il y a un constat assez alarmant. On en voit beaucoup. Et les urgences sont submergées de fractures en rapport avec l'ostéoporose, entre autres les fractures du poignet, et qui, tout à l'heure, on parlera, parce que c'est ça l'alarme. C'est clair, oui. C'est une alarme, parce que le poignet, peut-être, c'est une fracture banale, qui consolidera sans conséquence. Par contre, dans plus de 25%, ce sont des gens qui feront, dans les 2 années qui suivent ce traumatisme, des fractures beaucoup plus graves, qui sont les fractures du col du fémur ou les fractures, ce qu'on appelle nous, les fractures du fémur proximal, et qui sont, entre guillemets, mortelles. Absolument. Ce n'est plus un problème de pronostic fonctionnel comme le cas des fractures du poignet, mais c'est un pronostic vital. Voilà, l'espérance de vie. Oui, ce sont des patients qui ont des pathologies, maladies chroniques, et c'est la décompensation des tares, c'est la cascade qui évolue très très rapidement. En 24-48 heures, on peut perdre un sujet âgé rapidement parce qu'on doit les préparer et tout ça. Et cette attente, c'est le décubitus, c'est les complications thromboemboliques, c'est les complications pulmonaires, rénales, cardiovasculaires, etc. Donc c'est très très alarmant. Je rajouterai autre chose que mes collègues... Est-ce que vous pouvez donner un chiffre, professeur Yacoubi, à peu près, ça représente combien les nous par exemple, on a jusqu'à 10 patients entre les fractures du poignet qui sont beaucoup plus fréquentes et les fractures de l'extrémité proximale, parce qu'il n'y a pas que le col, il y a aussi les fractures pertrocantériennes ou trocantériennes. Et nous avons quasiment en hospital jusqu'à 3 à 4 patients sujets âgés. Et le reste, entre 6 et des fractures du poignet qu'on opère en ambulatoire, c'est-à-dire on les opère et partent chez eux. Et par jour, et on opère jusqu'à 6 par jour, 6 fracturés par jour. C'est un grand état et là, ça s'explique, je pense, avec mes collègues, il y a la longévité aussi qui a augmenté chez nous. Il y a donc, on a vieillissement de la société. Ce sont tous des sujets âgés, ça c'est important. Ce sont des sujets âgés. Je dis bien, en fait, elle a bien précisé tout à l'heure, professeur Dahou, que la fracture du poignet apparaît
avant, quoi, à l'âge plus ou moins entre 50 et 60 ans. Par contre, les fractures du col du fémur aux fractures du fémur proximal, c'est beaucoup plus tardif. C'est pour ça, donc, parlons de cette alarme-là dont il faut on va y tenir revenir, compte. justement. Est-ce que vous voulez oui, que je complète juste le pourcentage? Nous avons un travail au niveau de CHU Bablouet entre orthopédistes et rhumatologues. Alors, on s'est rendu compte finalement que la fracture du col fémoral à elle seule représente entre 16 et 20%, ce qui est énorme. Oui. Voilà, la fracture de l'extrémité supérieure du fémur proximal. Donc y compris le col, la perte trochantérienne, 20 à 16% uniquement pour l'extrémité supérieure du fémur. Oui. C'est quand même énorme. Ce qui est alarmant, c'est clair. Oui. Je vous invite justement, messieurs, dames, à regarder un reportage. L'ostéoporose était au cœur du dernier congrès de la SAR, la Société algérienne de rhumatologie. Je vous propose de regarder ce reportage ou ce compte rendu plutôt signé Walid Youssi. Regardez. Depuis quelques années, de plus en plus d'Algériens sont touchés par l'ostéoporose, une maladie des os qui se caractérise par une faible masse osseuse, augmentant ainsi les risques de fracture. Et c'est la jante féminine qui souffre le plus de cette maladie. C'est une déminéralisation, c'est une décalcification. Les os ont tendance à devenir fragiles. Et quand on dit les os vont devenir fragiles, ça sous-entend qu'il y a un risque important de fracture. Donc c'est une maladie qui touche essentiellement les femmes. L'ostéoporose généralement touche les personnes âgées, pour les femmes après la ménopause et pour les hommes après 70 ans. Généralement, nos populations de pays arabes vont augmenter de l'âge avec le temps. C'est-à-dire on attend, on expecte d'avoir des personnes plus âgées en 2050. Et donc il y a une augmentation colossale, importante, de fractures osseuses dues à la fragilité osseuse, à l'ostéoporose, en 2050. Énormément de personnes sont porteurs d'ostéoporose, mais ils ne le savent pas. Ils ne le sauront que le jour où ils vont consulter. Et quand ils vont consulter, c'est déjà trop tard. Je m'explique, l'ostéoporose est silencieuse, elle ne se manifeste que quand il y a fracture. Et c'est déjà trop tard. D'où la nécessité de prendre ces précautions. L'ostéoporose reste une maladie que l'on peut prévenir avec des gestes simples ou une bonne hygiène alimentaire. On peut la prévenir par notre mode de vie. On a principalement l'activité physique, mais aussi l'apport alimentaire en calcium. Donc pour arriver à 1000 mg, ce qu'on appelle l'apport alimentaire suffisant en calcium, il faut consommer les aliments les plus riches en calcium, à savoir le lait, les produits laitiers, les légumes secs, les légumes frais et les fruits. Des conseils qui ont d'ailleurs fait l'unanimité à la 16e édition du congrès de la Société algérienne de rhumatologie tenu à Alger, un événement qui a rassemblé plusieurs spécialistes nationaux et étrangers. Ça aborde à la fois le rhumatisme inflammatoire chronique de l'adulte et de l'enfant, particulièrement l'arthrose et les arthrites juvéniles idiopathiques. Ça traite de l'infection, en particulier la tuberculose, mais les autres infections. Ça traite aussi de l'ostéoporose et c'est le thème d'aujourd'hui, l'ostéoporose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est l'opportunité pour nous d'émettre les propositions algériennes, les recommandations algériennes sur la prise en charge des différentes affections. Selon les estimations, l'ostéoporose serait à l'origine de plus de 9 millions de fractures dans le monde chaque année, soit une fracture toutes les 3 secondes. Un chiffre amené à augmenter selon l'évolution démographique attendue dans les années à venir. Alors on a vu un peu ce compte rendu qui revenait essentiellement sur ce dernier congrès de la SAR, Société algérienne de la rhumatologie. Vous y étiez, professeur El-Raqawi. On a écouté un peu professeur Djoudi à qui on souhaite un prompt rétablissement. Il a parlé des recommandations. Est-ce qu'on peut rappeler quelles étaient les recommandations justement, ou les plus importantes recommandations, peut-être pour améliorer la connaissance de cette maladie qui me semble méconnue finalement? En fait, la prise en charge commence par le dépistage, donc avant même de la survenue de la fracture, qui est la complication qui va révéler la maladie.
en sachant que certaines fractures vont être asymptomatiques et ne se révéleront même pas. Donc il faut aller les chercher. C'est des femmes qui vont diminuer par exemple de taille et devant un certain nombre de facteurs de risque. Donc ces femmes-là, on va les dépister, on va les envoyer faire la densité minérale osseuse, qui est l'examen justement qui va nous permettre de faire le diagnostic et à ce moment-là, voir si effectivement la dame ou la personne, le patient, a une ostéoporose ou pas pour pouvoir la traiter. Oui. Est-ce qu'on pense aujourd'hui, professeur Dahou, je pense que vous aussi, vous étiez présente à ce congrès. Est-ce qu'on pense aujourd'hui, parce que quand même la prise en charge d'une maladie comme l'ostéoporose ne s'arrête pas justement aux rhumatologues, est-ce qu'on pense à associer par exemple les médecins généralistes ou encore les urgentistes ou encore les orthopédistes, voire les gynécologues, pour pouvoir justement instaurer ou installer un circuit de soins qui soit simplifié pour ces malades justement? Oui, je peux vous citer l'exemple de notre hôpital où on a un projet justement pour capturer les fractures du col fémoral. Pourquoi on a choisi le col fémoral? L'extrémité supérieure, le fémur proximal, on dit que c'est l'extrémité supérieure du fémur, pour être plus simple. C'est parce que c'est une fracture qui est redoutable, mais aussi c'est plus facile de capturer. Le malade arrive aux urgences. Donc les urgentistes sont impliqués. Oui. Le radiologue est impliqué parce qu'il fait. L'orthopédiste, c'est lui qui opère et donc il est impliqué complètement. Le malade est hospitalisé et il est opéré. Et ensuite, nos médecins vont pour interroger, pour recueillir les facteurs de risque, pour recueillir les coordonnées des malades, pour pouvoir les reconvoquer après pour faire l'ostéodensitométrie, surtout pour les traiter. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir l'implication de tous ces acteurs, les acteurs que vous avez cités. Évidemment, parce que le médecin généraliste, à mon avis, est le premier maillon de la chaîne. C'est clair. Il doit connaître les facteurs de risque de l'ostéoporose. C'est lui qui est généralement consulté, entre guillemets, en premier, n'est-ce pas? Donc, il doit connaître les facteurs de risque. Une malade qui est aux alentours, qui vient d'être ménopausée, s'il a des facteurs de risque, je l'envoie vers le spécialiste rhumatologue. Le gynécologue également. Une malade qui est ménopausée, soit qui nécessite un traitement hormonal parce qu'il y a des situations où la ménopause est précoce et il y a des situations bien particulières de prescription d'un traitement hormonal de courte durée sous surveillance. Et c'est là le rôle du médecin gynécologue et ensuite le rhumatologue et tous les spécialistes. Vous savez que même les endocrinos également sont impliqués parce que l'ostéoporose, on n'a pas encore cité les causes, peut être liée aux endocrinopathies. Et donc tous ces spécialistes-là doivent être impliqués dans la prise en charge de ce patient et l'orientation vers un médecin rhumatologue lorsque les choses l'obligent, et c'est important. Maintenant, l'orthopédiste, oui, on est content d'avoir un orthopédiste aujourd'hui parmi nous, parce que, en fait, quand le malade se fracture, il faut l'opérer, il l'opère en général, mais après, il faut qu'il y ait une lettre d'orientation accompagnant ce malade qui est donné aux parents. C'est-à-dire ne pas se contenter de le prendre en charge. Oui, parce que souvent, nos confrères et amis, parce qu'ils ont aussi beaucoup de travail, il faut dire que c'est l'occasion de leur rendre hommage aujourd'hui. Concrètement, professeur Dahou, on a compris que idéalement ça se passerait de cette manière, mais concrètement, on a l'impression quand même que ce réseau, on a du mal à le mettre en place. Oui, parce qu'il faut beaucoup de bonne volonté. Et il faut responsabiliser les gens. Que l'on travaille dans le libéral ou qu'on travaille à l'hôpital, il suffit d'avoir de la bonne volonté et responsabiliser les gens. Oui. Parce qu'il faut désigner une personne qui va faire le lien. Parce que c'est ça. Un malade qui est opéré dans le privé, il doit avoir une lettre d'orientation vers le spécialiste rhumatologue. Je dis bien si c'est fracturé à la suite d'un faible traumatisme. Parce que pourquoi je dis une lettre vers le rhumatologue? Parce qu'en fait, toutes les fractures spontanées, sans traumatisme, ne sont pas toutes ostéoporotiques. Elles peuvent être liées à autre chose, à d'autres maladies, que je ne détaillerai pas maintenant. Mais on pense en premier quand même à l'ostéoporose. Oui, mais c'est important d'en faire le diagnostic. C'est important d'en faire le diagnostic. Parce que sinon, si tout le monde va traiter n'importe comment, on va se retrouver avec les complications. C'est pourquoi il faut consulter, il faut orienter le malade pour identifier le diagnostic. Quand on est sûr que c'est une ostéoporose et on a écarté les diagnostics différentiels, on traite. Oui. Docteur Bahlouli, depuis tout à l'heure, quand on a écouté surtout le professeur Yaroubi, il parlait du sujet âgé notamment. J'imagine que c'est la grande majorité des malades que vous voyez. Mais il faut rappeler ce soir quand même qu'une maladie comme l'ostéoporose n'est pas l'apanage des personnes âgées. Elle peut toucher aussi le sujet jeune.
Beaucoup plus rarement. Bon, il y a des facteurs de prédisposition, des facteurs génétiques. Mais nous, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'ostéoporose, notamment post-ménopausique. Il faut recadrer un petit peu. Non, mais il faut alerter, même lorsqu'on ne parle pas de ménopause. Non, ce n'est pas uniquement le sujet. Le sujet, c'est l'ostéoporose. Et s'il y a lieu d'alerter d'autres personnes qui peuvent être touchées par cette maladie, il faut le faire ce soir aussi. Il faut commencer par la couche qui est la plus allez-y, exposée. mais il faut dire aussi que ça ne touche pas uniquement les sujets âgés. Pardon. Voilà. L'ostéoporose, c'est la maladie qui touche beaucoup plus les sujets âgés, au-delà de 65 ans, et notamment la femme ménopausée, quels que soient les facteurs de risque. Oui. D'accord. Au-delà de 75 ans, c'est à peu près une malade sur deux qui est ostéoporotique. Donc nous, le but maintenant de cette émission, c'est surtout de vulgariser l'ostéoporose et comment aller la détecter. Oui. C'est le plus important. Bien sûr. Le plus important, c'est ça. Donc, il faut connaître les facteurs de risque et comment la dépister et comment diagnostiquer et il faut l'orienter vers la personne qui est apte à suivre l'ostéoporose. C'est ça le problème. C'est pas notre problème. Le problème, il y a des facteurs de risque, il faut les connaître. On peut vous les donner. Et ensuite, il faut l'aiguiller. Il ne faut pas attendre la fracture. Si on attend la fracture, c'est trop tard. Docteur Bellouli, je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. Moi, je vous disais qu'aujourd'hui, dans cette émission, il faut dire aussi que l'ostéoporose peut toucher le sujet jeune. Parce qu'on peut-être avoir une fracture et à vous entendre parler, on va dire non, ça ne me concerne pas, je n'ai pas plus que 65 ans ou je n'ai pas plus que 70 ans. Corrigez-moi, docteur Dahou, si je dis des bêtises. Non, il est important de dire que l'ostéoporose, effectivement, touche toutes les tranches d'âge. Elle est plus fréquente, la primitive est plus fréquente chez la femme ménopausée et le sujet âgé, même l'homme est concerné. Mais en fait, il y a les autres classes d'ostéoporose qui peuvent être liées aux autres causes, et notamment la corticothérapie dont on a discuté tout à l'heure, est la première cause. Les malades qui sont traités pour rhumatisme inflammatoire par les corticoïdes sont des malades qui sont exposés. Parfois, ils sont jeunes. Les malades qui ont des spondylarthrites ankylosantes, la maladie inflammatoire, exposent au risque d'ostéoporose. Les malades qui ont des maladies génétiques comme la maladie de Lobstein, tant mieux qu'elle soit rare, heureusement d'ailleurs, sont des malades qui se fracturent également. Et bien sûr, les autres causes, les endocrinopathies, etc., etc. Donc les malades qui ont aussi un faible poids, vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Bellouli, les malades qui sont maigres de façon constitutionnelle, les anorexiques. Voilà, ce sont des malades qui font... C'est les ostéoporoses secondaires. C'est ça, justement. Donc, les causes sont variables. Peut-être qu'on aurait dû commencer par les facteurs de risque. Oui, absolument. Voilà. Comment repérer, justement, un sujet à risque, un patient à risque? Un patient à risque est un patient qui, en l'interrogeant, on note des facteurs de risque. Les facteurs de risque sont lesquels? La ménopause précoce, la ménopause, l'âge avancé, ça c'est connu. Quand on dit ménopause précoce, ça veut dire moins de 40 ans? Moins de 40 ans, bien sûr. Mais même la ménopause, c'est un facteur. Non, je veux dire, plus voilà, pour expliquer ce que c'est qu'une ménopause déjà. Une ménopause précoce, c'est une ménopause qui survient avant l'âge de 40 ans. La nouvelle définition, c'est avant l'âge de 40 ans. Donc c'est quand même très tôt. C'est les gynécologues qui s'en occupent. Mais après, nous, pour l'os, évidemment. Ensuite, les autres facteurs de risque, Dr Bellouli tout à l'heure a cité un IMC faible, un IMC inférieur à 18 est un facteur de risque d'ostéoporose. Un malade qui a été immobilisé plus de 6 mois, pour quelle que soit la maladie, est un malade qui est sujet à faire de l'ostéoporose. Un malade qui est atteint de maladies inflammatoires, quelle que ce soit un rhumatisme inflammatoire, pour l'arthrite rhumatoïde, les téléspectateurs connaissent, la spondylarthrite, que ce soit une maladie liée aux maladies comme maladie de Crohn ou la rectocolite, ce sont des malades aussi qui sont sujets à faire des maladies digestives inflammatoires. Les maladies endocriniennes, les extrathyroïdiens eux-mêmes, adosprénatrice de la TSH, exposent les malades qui sont traités pour cancer du sein par l'anti-aromatase sont aussi des sujets qui vont faire de l'ostéoporose. Les malades qui sont traités par des anticonvulsivants, par exemple, sont des malades aussi à surveiller parce que ce sont des malades qui peuvent faire également de l'ostéoporose. Les causes sont nombreuses. Voilà. Après, il y a ça, c'est les facteurs de risque. Après, bien évidemment, il y a l'alimentation et il y a aussi les autres facteurs de chute. Le tabac et l'alcool. Évidemment, oui, le tabac. La génétique aussi. Bien sûr. La génétique intervient pour 60%. Donc 60% est déjà déterminé génétiquement. Il faut savoir qu'il y a des ethnies plus exposées à d'autres. Mais après, quand on recherche la notion de fracture chez la femme, les parents de premier degré, c'est-à-dire la maman, la tante. Ça, c'est les antécédents. Dans les antécédents, si la maman ou la tante a déjà fait une fracture, ça veut dire que génétiquement, la patiente est déjà prédisposée à faire une fracture, donc à faire une ostéoporose et bien sûr être exposée à faire des fractures. Oui. Professeur Yacoubi, vous en parliez tout à l'heure justement avant l'enregistrement de cette émission. Vous parliez de la
perte de la taille aussi, ça c'est très important. Et puis certaines fractures aussi. Oui, absolument. Je vous apprends rien. Les fractures du corps vertébral. On ne dit plus maintenant tassement, on parle de fractures. C'est silencieux. Ça, c'est très difficile à repérer, justement. Ça peut être. Il faut attendre. Bien sûr, la diminution de la taille. C'est-à-dire, il n'y a pas de symptômes. Non, il faut attendre 4 étages pour commencer à avoir des douleurs. Oui. Et vous avez des déformations, les syphoses qui s'installent, bien entendu, gibbosité. La gibbosité, même des déformations de la taille, la syphoscoliose. Oui, absolument. Tout ça, ce sont des éléments quand même. Une gibbosité, c'est une bosse, c'est ça? Oui, c'est une bosse. Parfois même, on devient pratiquement, il y a une courbure très très importante où on voit. Ce qu'on appelle une syphose, c'est ça? Absolument, syphose, mais toutes les déformations. Moi, je rajouterais autre chose, c'est que souvent, on signale ça, nos grands-mères. Souvent, c'est le sexe féminin. Ils disent que, par titre d'exemple, le placard, par exemple, avant, j'arrivais au placard, ma tête arrivait au bord supérieur du placard. Et maintenant, tout ça, ce sont des éléments. Moi, mais c'est visible, là, aussi, professeur Yacoubi, la courbure. Justement, j'allais terminer. Non, mais en fait, l'être humain ne se voit pas. Quand on est beau, on ne se voit pas beau. Absolument. Donc, c'est l'entourage. Moi, on vit en famille. Et là, on est responsable de nos aînés. C'est très, très important, tout ça. Peut-être nos aînés sont un peu... Il y a cette pudeur un peu d'aller consulter, etc. C'est ça le problème du sein, etc. C'est en rapport avec la pudeur qui existe toujours. Il faut qu'on se sente impliqué, on se sente responsable et d'encourager nos parents à les consulter, de leur faire les examens, etc. Donc, c'est important aussi. Tout à l'heure, on parlait justement du réseau. C'est aussi important d'impliquer le malade. Absolument. Le malade, c'est très important dans cette pathologie. De venir à la consultation et tout ça, on respecte un peu la volonté de l'être humain. Non, parce que c'est une maladie qui altère. Je parle surtout du malade, parce que c'est une maladie qui altère la qualité de vie. Absolument. Vous êtes chirurgien, vous devez le voir, ils ont des difficultés à marcher, on a des difficultés à respirer. Voilà, c'est pour ça que j'imagine que l'éducation thérapeutique est très importante aussi. Et le piège aussi, si vous permettez encore, c'est que quand on parle d'ostéoporose, quand on informe mal le patient, ostéoporose, ça veut dire attention, les fractures. C'est faux. Il faut l'activité physique. Au contraire. Vous savez comment on solidifie les os? C'est l'os. L'os travaille. Maintenant, c'est prouvé. Travaille en charge. Les astronautes qui partent 6 mois dans l'espace, et quand ils reviennent, ils n'arrivent pas à marcher. Donc vous savez, quand j'ai assisté récemment à l'étranger, ils nous ont montré une dame qui montait des escaliers. Il paraît que c'est le meilleur exercice pour renforcer contre-résistance. C'est très important. Donc, le piège là de dire attention, c'est fragile, pas de sport, pas de trucs, tout ça. Depuis un moment, on dit, même pour les rhumatismes, on dit qu'il ne faut pas s'arrêter maintenant. Oui. Pour les facteurs de risque, on n'a pas terminé, je pense. Oui, les facteurs de risque, on a cité un petit peu. Il y avait les autres facteurs de chute. C'est-à-dire par rapport aux fractures, peut-être qu'on n'a pas dit aussi que c'est des fractures de fragilité. Les troubles musculo-squelettiques qui favorisent la chute également. Bien sûr, les maladies. Les médicaments. Les anticonvulsivants. Combien de médicaments? Il y a les antiacides aussi. Les antiacides qui parfois forment des complexes avec les complexes d'alumine par exemple, qui sont également source d'hypocalcémie et donc d'ostéoporose. Il faut dire quand même que je reviens sur le diagnostic parce qu'au début, le diagnostic, on ne peut pas le faire de façon précoce. Il faut aller le chercher. Professeur Al-Raqawi, il faut aller faire la DMO, il faut interroger le malade parce que les déformations... On n'est pas encore arrivé au diagnostic. Je vais vous poser la question, comment on le fait. Les déformations, c'est au stade tardif, c'est un stade avancé. Bon, revenons au facteur de risque. J'allais poser une question au professeur Yacoubi, parce que ça c'est très important à mon avis pour que les gens se reconnaissent justement par rapport à la méconnaissance de cette maladie. Peut-être rappeler aussi par rapport aux fractures, que ce sont des fractures, ce qu'on appelle des fractures de fragilité, qui surviennent sans avoir vraiment un choc. Absolument. C'est ça qui est très important à rappeler. C'est des chutes banales. Parfois même, certains parlent, c'est un peu anecdotique, de tousser, de se faire des fractures.
Effectivement, c'est ça qu'il faut le rappeler. Absolument. Mais je rajouterai autre chose, et mes collègues aussi vont être de mon côté. Attention, fractures pathologiques qui n'ont rien à voir avec l'ostéoporose, entre autres les métastases. La dernière fois, on est passé à côté d'une fracture du col du fémur, alors que c'était une métastase d'année au sein. Un cancer du sein méconnu chez une dame de 50 ans. Eh ben, elle est venue avec une fracture. On n'a pas fait très attention. Le chirurgien l'a opéré, il a trouvé une tumeur. Et donc, Docteur Bellouli, vous vouliez compléter justement? Compléter. Parmi les facteurs de risque, parce que pour moi, personnellement, la sédentarité, c'est un facteur de risque. La diminution de l'activité physique, c'est un facteur de risque. Et j'insiste sur ça, parce que c'est très important. Oui, aujourd'hui c'est connu que l'activité physique développe l'os presque au même titre que le muscle. Quelle que soit la pathologie que le malade a, il faut conserver le minimum d'activité physique. Deuxièmement, l'exposition au soleil. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est un facteur. L'exposition pendant l'enfance. Et parce que chez la sédentarité, et puis il y a aussi un petit facteur de risque en prenant l'excès de café qui c'est vrai, plus de 3 tasses par jour, comme l'alcool. Ça nous expose à une tasse le matin, une tasse attention, le tabac. Le tabac, il est court. On me posait la question. On en a déjà parlé, professeur. C'est un poison. Oui. Alors, alors le challenge justement, c'est de dépister avant d'arriver à la première fracture. C'est ça. L'idée de dépister avant d'avoir déjà une fracture, parce qu'une fracture, on dit qu'une fracture appelle une autre. Professeur Dahou, est-ce que les malades de l'ostéoporose souffrent aujourd'hui d'errance diagnostique? Je dirais, en général, s'ils vont voir le spécialiste, non. Mais sinon, si, quand même. Non, c'est-à-dire le constat général. Oui, souvent, quand ils arrivent au stade de diminution de la taille ou au stade d'aspect voûté, comme on l'a décrit tout à l'heure, d'aspect voûté, ça veut dire que ça évolue depuis très longtemps. Voilà. C'est pourquoi, je disais tout à l'heure, il faut à tout prix revoir les facteurs de risque. C'est très important d'interroger les malades, quel que soit le niveau du médecin. Interroger les malades, on apprend ça aux internes, aux externes, aux internes et à nos résidents, c'est normal. Les facteurs de risque sont essentiels à dépister pour en faire un diagnostic précoce, pour aller demander une ostéodensitométrie et faire le diagnostic précoce. Voilà. Après le diagnostic. Quel est l'examen justement? Comment fait-on le diagnostic? Il est simple, le diagnostic de l'ostéoporose? C'est très simple, c'est pas plus simple que ça. Il faut demander une densité, enfin une radio, ce qu'on appelle la DMO, la densitométrie osseuse. Et c'est un truc mathématique. Il y a des chiffres qui nous disent que la malade a ou n'a pas d'ostéoporose, ou une ostéoporose grave ou modérée. Et selon les chiffres, on donne le traitement au malade. Le malade, le traitement Oui, allez-y. Rajoutons avant la DMO, il y a la radio standard. Je parle de diagnostic, c'est autre chose. Le diagnostic. Mais quand on fait une radio pour un traumatisme, bien sûr, ça c'est autre chose. On découvre des os. Ça, on est aiguillé pour demander. Même avant, en fait, précoce, le choc ou le traumatisme. Professeur, est-ce qu'on peut faire justement le diagnostic? Est-ce que le diagnostic peut être posé aussi cliniquement? Si la dame a déjà une fracture, par exemple, plusieurs fractures vertébrales, comme on vient de le voir, avec une kyphose bien établie. Et là, je reviendrai à une certaine culture qu'ont nos patientes, à prendre cette courbure pour une fatalité. Elles disent, donc, elles viennent pour autre chose, et quand on leur dit depuis quand vous êtes comme ça, elles disent non, ça c'est rien, c'est la vieillesse, c'est avec l'âge, c'est normal. En fait, elles prennent ça pour une progression naturelle, alors qu'il faut les sensibiliser justement pour leur dire non, ça c'est des fractures, c'est pas normal, et qu'on peut y parer, même très tôt. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, si vous permettez, tout à l'heure, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour parler des ostéoporoses de l'enfant. Donc en fait, il y a une partie d'ostéoporose qui est génétique, parce que on a tout à l'heure parlé d'une diminution de la résistance en rapport avec une diminution de la quantité de l'os, mais ça peut être également une perturbation de la qualité. Et rappelant que l'os n'est pas uniquement fait de minéral, c'est-à-dire pas que de calcium et de phosphore, mais également il est fait de collagène. Donc si ce collagène est défectueux ou il est en quantité ou en qualité défectueux, eh bien on va avoir une fragilité. Et c'est ce qu'on rencontre chez des enfants qui se fracturent parce qu'ils présentent ce qu'on appelle la maladie des os de verre. Et là, pareil, il faut les détecter, il faut nous les envoyer parce que... C'est-à-dire qu'il ne faut pas banaliser non plus la fracture chez l'enfant. Parce qu'on a tendance à dire un enfant ça bouge
beaucoup, c'est pas grave, il ne faut pas banaliser, c'est ça. Voilà, si c'est une fracture, surtout si elle est répétée, attention, il faut nous l'envoyer parce qu'on dispose d'un traitement. D'autre part, toujours chez l'enfant, des enfants qui sont traités pour des pathologies pour lesquelles donc ils sont amenés à être mis sous corticoïdes. Là aussi, de fortes doses et pendant très très longtemps. Et c'est des enfants, donc d'une part... notamment dans le cadre des maladies respiratoires, par exemple. Respiratoires, inflammatoires, des AGI, des maladies de Crohn, des dermatopolymyosites. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il faut aller mollo sur la cortisone, il faut aller mollo d'une part, et d'autre part, nous les adresser, si vraiment il y a nécessité, nous les adresser parce qu'on peut prévenir. À l'hôpital de Douira. Absolument, partout, oui. Parce qu'on peut prévenir ces ostéoporoses post-cortisoniques. Oui. Professeur Dahou, quel est l'âge moyen du diagnostic en Algérie ? Pour voir à peu près si ça touche uniquement les personnes âgées. Alors l'âge moyen de l'ostéoporose, tout dépend du type d'ostéoporose que l'on veut qu'on en fasse. D'une manière générale. D'une manière générale, on dira entre 60, 55, 60 ans, jusqu'à 55, 65 ans. Ça reste jeune. Mais attention, mais l'ostéoporose, on peut la dépister très tôt. Surtout chez nous, en tout cas, on utilise la corticothérapie pour les traitements de fond et on reçoit les malades qui sont sous corticoïdes également. Et donc lorsqu'on fait une DMO, on peut avoir également des T-scores et des Z-scores, puisque la machine donne d'autres... Il y a beaucoup de dégâts finalement suite à des médicaments finalement. Bien sûr, il faut juste savoir les utiliser. Il faut le dire justement pour attirer... Bien sûr, la corticothérapie est utilisée en médecine générale, elle est utilisée en médecine interne, en dermatologie, en gastro-entérologie. Donc il faut savoir que la corticothérapie peut être source de déminéralisation osseuse et donc d'ostéoporose. Oui. On dit tout à l'heure que c'est une maladie silencieuse, justement, qui passe sous silence. Pas de symptômes, finalement, à cette maladie. Pas du tout de symptômes. Ou à quel moment on va voir des symptômes? Au début, elle est très pauvre en septembre. Je dirais que non, on ne peut pas la diagnostiquer avant il y a des fractures. Mais quand il y a des fractures, c'est trop tard. Généralement, sauf dans les fractures vertébrales, quand il y a des tassements vertébraux, elle a mal au-delà d'un sommeil. Mais ce n'est pas très alarmant au début, c'est par la suite, quand il y a plusieurs tassements vertébraux, que la malade va dire que j'ai mal. Mais il ne faut pas attendre les douleurs, parce que les douleurs, c'est trop tard. Généralement, il y a une fracture. Absolument. Professeur Yarkoubi, sur la même question, généralement, on cherche en premier les fractures vertébrales, vous en parliez tout à l'heure. Elles sont asymptomatiques, il n'y a pas de douleur? Elles sont asymptomatiques. En fait, il faut attendre 4 étages. C'est à partir de... En fait, c'est le rachis dorsal bas. C'est généralement concerné par l'ostéoporose. Parce que c'est un peu charnière. C'est là où il y a des pressions. Eh bien, il faut attendre jusqu'à... Vous savez, il y a des interventions actuellement, ça se fait, et on est en train de le développer ici en Algérie. C'est ce qu'on appelle la kyphoplastie, c'est-à-dire on relève un peu les affaissements, on relève un peu les tassements avec ciment. Oui, absolument. C'est des ballonnets maintenant, ce n'est plus... Avant, on mettait du ciment, ça s'appelait la cimentoplastie, mais comme c'était dangereux, on relevait et on gagnait jusqu'à 5 cm. Ce sont des interventions gagnantes, mais à ce moment-là, il faut que la patiente subisse tout un truc, les traitements, etc. Il faut qu'il ait de l'eau solide, sinon ça va se reproduire. Et les tassements vertébraux, moi je vais vous dire quelque chose. C'est quoi le but de cette chirurgie? Cette chirurgie, c'est d'éviter... Vous savez, quand vous perdez... plus de 3 cm, 4 cm, ça se répercute sur la physionomie. Vous allez avoir des problèmes statiques. Vous allez avoir le bassin qui va ça altère la qualité de vie de la personne. Basculer, etc. Et vous allez avoir les articulations qui vont faire mal. Là, c'est en fait des douleurs en rapport avec la déformation du rachis. C'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie d'une manière générale. Vous allez avoir des problèmes au niveau des hanches, les genoux, toute une statique qui va être déformée à la marche, etc. Ce que je voulais dire, c'est que parfois le diagnostic se fait comme ça, par hasard, pour les tassements. Vous savez, quand on opère, on demande des téléthorax, on demande, et on découvre cette ostéoporose très très avancée chez nos patients, chez nos sujets âgés. Et là, c'est important. Moi, je pense que, d'ailleurs, la DMO, on fait une DMO pour le rachis et pour la hanche, c'est ça. On cible les deux endroits parce que c'est ça. C'est ça les endroits les plus importants. Puisqu'on parle de symptômes, est-ce que la fatigue est un symptôme? La fatigue serait un symptôme d'une hypovitaminose D, par contre, et non pas de l'ostéoporose. Ça ne donne pas de douleur osseuse. Donc, s'il y a des douleurs osseuses, des douleurs articulaires, c'est certainement pas l'ostéoporose. Ça peut être autre chose. Ça peut être de l'arthrose, ça peut être donc un problème articulaire ou musculaire.
mais ça ne fait pas mal. L'ostéoporose ne fait pas mal. Elle peut entraîner la fracture. Si vous permettez aussi, là, en fait, quand on se rend compte qu'il y a une ostéoporose sur une radio standard, c'est qu'il y a déjà une perte de 30% de la masse osseuse. Donc c'est vraiment, on est déjà. Je pense que si déjà on arrive chez l'orthopédiste, déjà on est à un stade avancé de la maladie. Donc, mais bon, effectivement, si on fait fortuitement, il faut à tout prix donc l'envoyer pour faire une densité minérale osseuse. Et juste rappeler que l'ostéoporose est un diagnostic d'élimination. Il faut à tout prix éliminer toutes les autres pathologies qui peuvent entraîner une fragilité osseuse avec un risque de fracture. Ça peut être des pathologies bénignes comme l'ostéomalacie ou comme l'hyperparathyroïdie, mais attention, dans 10% des cas, ça peut être des cancers avec des métastases. Donc soit des cancers primitifs ou des métastases osseuses. Donc toute fracture, on ne retiendra, si vous voulez, le diagnostic d'ostéoporose qu'une fois qu'on a éliminé ces pathologies. Oui. Professeur Dahou, il n'y a pas une ostéoporose, il y a plusieurs types d'ostéoporose. À quel moment on parle d'ostéoporose sévère? Une bonne question. Ostéoporose sévère, je dirais que toutes les ostéoporoses sont des ostéoporoses sévères parce que quand elles arrivent, elles comportent déjà plusieurs fractures vertébrales. Je pose peut-être cette question pour parler de fractures vertébrales. De réversibilité peut-être ou pas. Peut-être c'est pour ça que je pose cette question. Deux vertèbres fracturées, c'est déjà une ostéoporose sévère. Voilà. Donc toutes les ostéoporoses sont considérées comme étant une ostéoporose seconde sévère parce qu'elles arrivent déjà à un stade avancé. Je dirais plus de 2 vertèbres fracturée représente quand même une ostéoporose sévère. Vous m'avez posé une autre question, là. Vous m'avez dit parce que... Par rapport à la notion de réversibilité, c'est-à-dire est-ce que ça altère, par exemple, après, quand on aura des traitements, à proposer des traitements, est-ce que le fait d'arriver à un stade assez avancé de la maladie, on arrive peut-être à un stade où c'est irréversible, la perte de l'os est irréversible? Oui, mais on peut espérer une augmentation de la masse osseuse. C'est ça aussi le but du traitement. Moi, je voudrais revenir sur le diagnostic rapidement, parce que lumbago aigu chez une personne âgée doit faire penser à une fracture vertébrale. Parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui viennent pour un lumbago. Le lumbago chez les personnes âgées, c'est-à-dire une douleur. Oui, lombaire. La douleur lombaire aiguë chez une personne âgée doit faire penser à la fracture vertébrale. Chez un sujet jeune, c'est certainement un lumbago en rapport avec une hernie discale, mais le lumbago chez une personne âgée, très souvent, est en rapport avec une fracture ostéoporotique. Oui. Professeur Yacoubi, après 70 ans, se casser le col de fémur engendre 20% de décès, peut-être même plus. Ça veut dire qu'on peut mourir finalement d'une ostéoporose? Mourir de l'ostéoporose, mourir de la fracture du col, qui est en rapport avec... Qui est due à une ostéoporose. Oui, vous savez pourquoi? En fait, la fracture, si c'était un jeune qui se fracture le col, le problème ne se pose pas parce que la fracture peut consolider, on peut mettre un matériel d'ostéosynthèse, on peut mettre une prothèse. Par contre, le sujet âgé, c'est plus compliqué. C'est le début d'une cascade. C'est des sujets âgés qui ont des maladies chroniques et c'est la décompensation de leur tare qui va... D'ailleurs, avant on disait la vieille personne était en bonne santé et tout ça. Mais 70 ans, c'est pas très vieux quand même. Aujourd'hui, c'est pas considéré comme étant une personne très âgée. Absolument, oui. Et c'est les pathologies. C'est pas le fait qu'il est âgé. Là, maintenant, vous savez, on n'a jamais trouvé quelqu'un à partir de l'âge de 70 ans qui n'a pas au moins une maladie chronique. Le diabète. L'hypertension, etc. Et les complications d'équilibre sont terribles. Vous savez, quand on est au lit, c'est pas bien. D'ailleurs, là, je saisis l'occasion, c'est que quand on opère les patients sujet âgés, le but, c'est le lever précoce. Alors qu'à la maison, il faut, au contraire, il faut les lever. Sinon, à ce moment-là, il ne fallait pas les opérer. Le décubitus, si on les opère pour encore rester au lit. Ça aussi. Eh bien, je vais vous dire un truc. C'est que nous, on a un certain pourcentage des patients qu'on opère et qu'on ne les revoit pas. Vous savez pourquoi? On ne les revoit pas parce qu'ils décèdent. Donc, en fait, le but du traitement, là, on revient un peu... À quoi bon, quoi? Docteur Belhouli, alors on va parler un peu du patient aussi, parce que ça c'est important. C'est violent, l'ostéoporose, ça survient brutalement, c'est-à-dire parfois, comme disait tout à l'heure le professeur Yacoubi, on découvre qu'on a l'ostéoporose suite à une fracture, et par la suite, c'est toute notre vie qui est chamboulée, une fracture après une autre, des difficultés à marcher. Comment ne pas se laisser abattre? Comment vivre avec une maladie comme l'ostéoporose? Je suppose au début c'est une maladie très silencieuse. Il y a très peu de signes. Si le malade se fracture, elle devient
elle apparaît au C'est ça, voilà, c'est brusque. D'accord, c'est brusque. Mais généralement, notre but, c'est de la prendre en charge le malade avant les fractures. D'accord. Donc, c'est pour ça que cette émission est utile. Oui. Si on veut être utile, c'est pour alerter, justement. Le message, c'est ça. Absolument. On a eu des facteurs de risque, on les a détaillés. Notamment, je parle des confrères, les médecins généralistes, les gynécos, les orthopédistes, quand il y a des facteurs de risque comme ça, ils doivent quand même soit les envoyer chez le rhumato ou carrément demander un DMO pour faciliter les choses. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait une fracture, c'est ça Absolument. En attendant qu'il y ait un réseau, c'est ça le message. Sinon, il y a les téléspectateurs qui nous écoutent, quand ils ont ces facteurs de risque, ils n'hésitent pas à aller consulter ou carrément aller voir un rhumatologue pour demander une démo. Je pense que c'est la chose la plus simple. Parce que quand elle se déclare, quand elle devient bruyante, généralement, on est à un stade très avancé de la maladie et la prise en charge devient un peu plus... Parce qu'il faut prendre en charge l'ostéoporose et les fractures inhérentes à l'ostéoporose. Oui. Professeur Dahou, j'aimerais vous poser à peu près la même question. On rentre en un coup dans l'ostéoporose. On n'a pas de stade par le biais d'une fracture parfois. C'est souvent la perte de la confiance en soi, c'est les conséquences d'une chirurgie, l'alitement parfois. Comment vit-on avec une maladie aujourd'hui comme l'ostéoporose? Comment ne pas se laisser abattre justement? Oui, bon, l'ostéoporose, si elle est dépistée, elle est diagnostiquée. On parle même de dépression. On donne un traitement et on peut très bien vivre avec une ostéoporose. Il ne faut pas qu'on fasse peur aux malades aussi. C'est vrai, quand on a une ostéoporose, ce n'est pas la fin du monde, excusez-moi l'expression. Mais c'est vrai, il y a une ostéoporose, il y a une fracture vertébrale, on donne un traitement. Il y a le traitement médicamenteux, il y a l'hygiène de vie, il y a l'exercice physique dont on a parlé tout à l'heure, et il y a la surveillance, parce qu'il faut aussi surveiller. Le médecin doit surveiller le malade. Tous les 3 ans, il doit refaire une ostéodensitométrie. Après, il y a des traitements qui sont donnés qu'on essaye d'arrêter après 5 ans pour favoriser le remodelage osseux. Donc, on peut très bien vivre avec une ostéoporose. Voilà. Oui, mais il y a beaucoup de douleurs. Bien sûr. Je vous posais cette question parce que, quand même, on a des fractures assez importantes, fractures de hanche, fractures du col du fémur, difficultés parfois à marcher, difficultés respiratoires à cause des fractures des vertèbres. Oui. Voilà, donc quand même, c'est une maladie assez lourde à porter. Non, je vous parle de la fracture, de l'ostéoporose dans la forme commune. C'est celle qui s'accompagne de fractures vertébrales. On peut avoir des fractures costales, effectivement, mais il y a des traitements pour cela. On donne des antalgiques pour calmer la douleur et on donne des traitements spécifiques. Je vais poser la question à professeur Alraoui, justement. À quel moment on va traiter? Parce qu'il y a des moments quand même où on va peut-être se contenter de surveiller, c'est ça? On va commencer par le traitement. À quel moment on va traiter déjà? D'emblée, où on va traiter tout le monde? Il y aura des situations. Donc, si on est devant une situation de fracture, ce qu'on appelle donc une fracture sévère, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter et on n'attend même pas la DMO, on commence un traitement. C'est-à-dire ce qu'on appelle une fracture sévère, une fracture de l'extrémité supérieure, donc de la hanche, avec toutes les variantes qu'on vient de voir. Les fractures, 3 fractures vertébrales, la fracture de l'humérus, les fractures, 3 fractures de côte. Donc ça, c'est des fractures qu'on considère comme sévères en raison de la morbidité et de la mortalité. Donc c'est soit une morbidité, comme on vient de le voir, fonctionnelle, retentissement donc respiratoire, retentissement sur la qualité de vie, ou bien carrément sur la vie. Donc avec une mortalité qui va jusqu'à 80% dans l'année après une fracture de hanche. Donc ces fractures-là, on va les traiter, on ne va pas attendre. Tout à l'heure, on a parlé de dépistage. Donc, les personnes qui présentent des facteurs de risque, comme on a vu tout à l'heure, donc l'âge avancé de plus de 65 ans, une femme ménopausée depuis plus de 13 ans dans la population algérienne, c'est ce qu'on a détecté. C'est une étude qui a montré qu'au-delà de 13 ans, il y a effectivement, ça consiste en un facteur de risque dans la population algérienne. La prise de corticoïdes, la maigreur, donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Celle-ci, on va les adresser. Si on trouve une densité minérale osseuse qui est inférieure à moins 2,5, donc c'est un seuil qui est établi par l'OMS, eh bien là, on va les traiter. On ne va pas attendre, moins 3, pardon. Mais si elle est à moins de 5 avec beaucoup de facteurs de risque, on ne va même pas attendre, donc le moins 3, et on va les traiter. Si on a un moins 3 carrément, eh bien là, on va traiter.
Malheureusement, chez nous, on ne dispose pas d'un outil qui permet de calculer le pourcentage de risque de fracture, donc, parce qu'on ne dispose pas d'un élément, mais on peut, en regardant donc, ces facteurs de risque, savoir un petit peu peser le risque que peut cette patiente avoir donc, pour faire des fractures et la traiter. Oui. Docteur Belhouli, dans le monde, il y a un large panel de traitements aujourd'hui qui sont proposés pour les malades de l'ostéoporose. C'est le cas chez nous, en Algérie, ils sont disponibles, les médicaments. Et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux malades de l'ostéoporose? La plupart des traitements sont disponibles en Algérie. On commence par là. Il y a des traitements qu'on prend par voie orale, c'est des comprimés, il y a des traitements injectables. Les traitements par voie orale existent en officine. Les traitements injectables la plupart sont utilisés uniquement dans les centres hospitaliers. Mais il n'y a pas de problème de produits pharmaceutiques. Je pense que le problème, c'est la prise en charge du malade lui-même. Puis, on n'a pas un problème d'observance aussi, puisque vous parlez du malade aussi. C'est-à-dire que même les malades, ils n'adhèrent pas souvent au traitement. C'est ça, il y a un problème d'observance. Il y a un petit relâchement au bout de 2-3 ans. Ils croient qu'ils sont sauvés, puis la fracture arrive. Généralement, ils arrêtent de leur propre gré le traitement. Et nous, on le voit surtout... C'est quoi le but de ce traitement? Alors, ce n'est pas les comprimés de calcium, c'est autre chose. Le traitement, c'est deux types de traitements. Il y a ce qu'on appelle les antirésorbeurs, c'est-à-dire on diminue la destruction, la perte osseuse. Et il y a des ostéoformateurs. Ils agissent carrément au niveau de la formation osseuse. C'est ça, en gros, les traitements. Les deux traitements sont disponibles en Algérie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment faire adhérer les malades au traitement et surtout leur faire comprendre que c'est un traitement au long cours. C'est pas une grippe qu'on traite. C'est sur des années, mais les résultats sont... Parce qu'on n'a pas en fait de bénéfices visibles dans l'immédiat, comme on n'a pas de douleur. C'est combien de temps? C'est à vie? C'est un traitement à vie ou il y a des fenêtres de thérapie? Ça se passe comment? Alors, pour les traitements, il y a deux types de traitements. Le docteur Belhouli a parlé des comprimés à prendre une fois par semaine. Il a parlé de l'injectable aussi. Oui, il a également évoqué les injections qui sont réservées à l'hôpital. On peut, même dans les petits dispensaires également, on peut les médecins les prescrivent également, même dans les cliniques privées, il me semble, parce qu'on parfois... Et donc, ce sont des injections administrées de façon annuelle. Une perfusion par année suffit pour à renouveler 3 ans. Chaque année, on fait trois perfusions. Dans certains cas sévères, on peut aller jusqu'à 5 perfusions. Donc, ça nous fait une fois par an une perfusion. Ça, c'est un type de traitement qui est très pratique pour les personnes âgées, pour les personnes justement qui sont polymédicalisées, qui reçoivent beaucoup de traitements, et généralement ceux également où l'observance est défaillante. Alors, parce que effectivement, quand on donne des traitements une fois par semaine, parfois le malade n'adhère pas forcément. Il y a aussi d'autres injections. C'est long aussi, professeur Darcon, pardon. Oui, bien sûr. L'efficacité, on va la voir au bout de 3 ans, en fait, en gain, en matière de gain osseux. Et il y a des traitements, le docteur Belhouli les a évoqués également, administrés par voie sous-cutanée. Donc, soit de façon bi-annuelle, tous les 6 mois, on donne une injection au milieu hospitalier, ou alors les injections quotidiennes. Mais alors là, ce type d'injection, justement, pose problème d'adhésion thérapeutique. Voilà, on est obligé... Mais il faut rappeler quand même que les traitements aujourd'hui ont prouvé leur efficacité, ça c'est très important. Oui, bien sûr. D'où l'importance justement d'une observance pour rappeler un peu aux peut-être malades qui nous regardent. Professeur, il y a alors les traitements médicamenteux dont on parlait de médecins, mais il y a aussi les traitements non médicamenteux. Ça, c'est très important. Vous en parliez tout à l'heure justement de l'alimentation, de l'activité physique. Il y a toute une hygiène de vie à respecter, et peut-être même avant que la maladie se déclare. Déjà, avec les traitements, il faut toujours associer du calcium et de la vitamine D, parce qu'on sait actuellement que quand on fait cette association, le traitement donne mieux, déjà d'une part. Et il faut savoir que les médicaments, ils ont tendance à entraîner une hypocalcémie. Et il ne faut pas décalcifier l'os. Donc, on associe du calcium et de la vitamine D. Dans la prévention, on va parler de prévention primaire et secondaire. Dans la prévention primaire, c'est-à-dire déjà dès l'enfance, c'est l'alimentation riche en calcium, l'exposition au soleil. Et il faut savoir que ce n'est pas l'exposition donc habillée, il faut avoir les avant-bras et les jambes découverts pour qu'on puisse fabriquer sous les rayons ultraviolets la vitamine D.
et aussi l'activité physique. Bon, l'activité physique, il faut rappeler que l'os est un organe vivant. Et donc, si on ne l'utilise pas, si on ne l'impacte pas, il ne va pas se renouveler aussi rapidement. Donc, pour faire cette construction et combiner tout ça, pour aboutir à une masse osseuse la plus haute possible en fin de croissance, pour qu'après, même s'il y a perte en raison de la vieillesse ou en raison de la ménopause, eh bien, elle ne sera pas très, très importante et on n'arrivera pas au seuil fracturé très rapidement. Merci beaucoup. Cette émission est à présent terminée. Malheureusement, il nous reste beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est imparti. Professeur Yacoubi, je termine en disant un mot sous votre surveillance, justement. Il est très important aussi de rappeler l'aménagement et l'ergonomie de la maison pour éviter les chutes. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui nous écrivent sur la page Santé Mag. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.